Et bienvenue sur Enfin Bon pour décortiquer le Grand Prix de Hongrie à Budapest qui a eu lieu ce week-end, un beau Grand Prix où on a vu de belles choses. On va revenir sur les points clés qui sont ressortis de ce Grand Prix. Le premier point, c'est l'application de ce nouveau règlement pneumatique. Alors, est-ce une réussite ou un échec? On a vu des points plutôt positifs dans cette application de règlement et puis des points un peu plus négatifs sur la durée. On va analyser tout ça. Dans un deuxième temps, on va quand même revenir sur ce beau Grand Prix qui a eu lieu, assez intéressant, ce combat sur la piste. Alors, pas avec Verstappen qui, encore une fois, s'est un peu endormi au volant, tellement il s'ennuie, et qui a encore claqué un record monumental. Mais sur cette pole d'Hamilton qui est venu faire une pole dantesque en qualification du coup le samedi. Et puis c'est cette présence, cette omniprésence de McLaren sur un circuit où on les attendait pas, sur un circuit donc sinueux, assez lent. McLaren s'inscrit dans la durée. On allait les scruter à la loupe, hein, c'est réussi. Là, on a vu tout de suite Zach Brown, ce bon vieux Billy the Kid, comme on l'appelle, qui est à deux doigts de s'acheter un ranch rempli de belettes irlandaises. Là, on sent que c'est la folie des grandeurs chez McLaren. La joie est grande. Et puis, on va revenir sur Aston Martin. Aston Martin qui est en train de perdre pied complètement dans cette lutte pour la deuxième place. Ce bond des évolutions massives chez tous les concurrents qui n'a pas eu lieu en fait chez Aston Martin, qui est en train de les plomber. En tout cas, les actions d'Aston Martin sont en chute libre. Ça, c'est grâce à Lance Stroll principalement, hein. Bien sûr, il y met quand même beaucoup de son cœur. Pensez-y, un solde d'été, le dernier modèle d'Aston Martin est tout simplement à moins 70%. Et puis on fera un dernier petit crochet, un petit mot sur la Bérésina Alpine, un week-end, même une semaine à oublier complet pour Alpine qui a vécu un week-end noir horrible. Voilà, on analyse, on décortique, on en parle tout de suite, c'est Enfin Bon bien sûr. Allez, on revient tout de suite sur le nouveau changement de format d'allocation pneumatique qui a eu lieu ce week-end et qui a impacté du coup ce week-end de course. En Formule 1, donc, on a 13 trains de pneus qui sont alloués normalement par week-end et on vient de passer à 11 sur ce week-end. Alors pourquoi on est passé de 13 à 11? Tout simplement parce que c'est un but d'impact environnemental et de réduction des coûts. Logiquement, un pneu, il faut le produire, il faut le déplacer, l'amener sur le circuit. Et puis ensuite, il y a une partie aussi de ces pneus qui ne sont pas utilisés et qui sont jetés, quoi qu'il arrive, en fait, à la fin des Grands Prix. Donc là, on a une visée environnementale qui a du sens et qui est plutôt une bonne chose. Et donc, autour de cette réduction du nombre de pneus sur l'ensemble du week-end, hein, donc c'était sur l'ensemble de week-end de course, on passe de 13 à 11, ont été imposés, du coup, principalement sur les qualifications, des gammes de pneus maintenant spécifiques. Donc en Q1 maintenant on a des pneus durs pour tout le monde, en Q2 on a des médiums pour tout le monde et en Q3 on a les gammes les plus tendres pour tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là on dit dur, médium, tendre. Il faut rappeler qu'en Formule 1 donc il y a 5 gammes de pneus en fait sur le sec qui vont du plus dur au plus tendre et qu'en fait Pirelli en choisit 3 sur ces 5 qu'elle va allouer pour les week-ends de course. Donc en fait, les durs, médiums, soft qu'on voit en fait à chaque Grand Prix sont pas toujours les mêmes en fait. Ce sont les 3 gammes sur les 5 qui sont proposées à l'origine. Parce que le but évidemment c'est de proposer le pneu qui correspond au type de circuit. Lorsque un circuit en fait peut avoir une gomme plus tendre, a besoin de grip en fait pour les voitures, on va aller vers des gammes plus tendres, donc les plus tendres possibles. Lorsqu'au contraire en fait on va sur des circuits où on a un peu peur, où la gomme s'use très très vite, on va plutôt aller sur les gammes les plus dures pour assurer le coup. Et donc Pirelli joue avec ça, avec cette gamme qu'elle a un peu plus large, pour prendre cette gamme de 3 pneus en fait sur cette gamme de 5.
Bon, là, c'était une aparté. Et donc, cette nouvelle allocation, cette diminution d'allocation pneumatique, passant de 13 à 11, et l'imposition du coup de ce format de qualification avec dur, medium, soft, a donné une grille forcément atypique. On s'y attendait un peu, puisqu'évidemment, les pilotes ont besoin de s'habituer à ce format-là, particulièrement parce qu'en fait, en qualif, normalement, on ne met pas des pneus durs, même en Q1, hein, normalement, pour claquer un tour de qualif. Donc forcément, il y en a qui se sont fait prendre au piège. On pense à Gasly, on pense à Russell, notamment. Mais dans l'ensemble, on sent que l'ensemble des acteurs, en fait, que ce soit les écuries ou bien les pilotes, ont besoin de leur marque. Mais une fois que tout le monde aura pris le pas, je pense qu'on se retrouvera avec une grille un peu plus logique. Néanmoins, on n'a pas senti que c'était du grand n'importe quoi non plus. Je pense que la F1 peut s'appuyer en fait sur cette gamme-là, sur ce nouveau format-là, et va pouvoir apprendre et proposer tout simplement un panel s'habituer à proposer un panel stratégique intéressant autour de ça. Donc non, plutôt intéressant, en tout cas dans les points positifs. On a senti qu'il y avait une évolution possible sur ce train et que l'impact environnemental est plutôt logique jusque-là. Et les mauvais côtés, finalement, ils se dessinent assez facilement à travers ce nouveau règlement. Lorsqu'on passe forcément de 13 trains de pneus à 11, on a une réduction du nombre de pneus par week-end de course et forcément on a une réduction de la stratégie pour l'ensemble des acteurs, que ce soit écurie ou pilote. Un week-end de course, c'est pas seulement qu'un dimanche. Le dimanche, c'est l'apothéose, c'est la course, mais avant il y a les qualifs et puis il y a les essais surtout. Ces essais libres, ils sont très très importants parce qu'ils vont permettre aux pilotes de prendre leur marque, de comprendre quel train de pneus fonctionne ou pas, par rapport à quelle température, par rapport à quelle météo, par rapport à quel carburant, quelle quantité de carburant ils ont embarqué, sur des longs relais, des courts relais, des moyens relais. Voilà, tout ça c'est une phase d'analyse. Et parfois, dans cette phase d'analyse, on a des écuries qui peuvent tenter des choses, se dire je vais tester tel réglage, etc. Forcément, si on mange 2 trains de pneus, les écuries ont moins de chances, ont moins de panels stratégiques en fait pour rouler tout simplement. Elles peuvent moins s'exprimer puisque elles vont utiliser plus de gomme et comme à la fin il en reste moins, elles vont être beaucoup plus prudentes, beaucoup plus frileuses en fait pour tester des stratégies et donc ça impacte forcément la construction d'un week-end de course. Et la construction de ce week-end de course c'est quand même très important. D'un autre côté, même, on peut se dire quand même que ça devient beaucoup plus exigeant et qu'on espère que les écuries vont suivre derrière. Ça reste l'élite du sport automobile, comme on le dit toujours. Et donc, on peut espérer que les pilotes et les écuries soient plus studieux, plus pointilleux en fait sur cette allocation de gomme qui était peut-être plus large. Mais là, on rentre dans un champ beaucoup plus restreint désormais. Après, si on veut créer du spectacle, on peut aussi coller des pneus en bambou à tout le monde, bander les yeux des pilotes et mettre des épines de cactus en piste. D'abord, c'est écologique et en plus, ça crée du spectacle. Donc voilà. Non, mais c'est à demi-teinte parce qu'en effet, il ne faut pas oublier que dans la construction d'un week-end de course, les essais, c'est très important. Ça fait partie de l'identité de la F1 aussi. On débarque pas en fait sur une course en faisant des qualifs et des courses tout simplement. Il y a des vraies constructions de week-end. On a déjà un peu mangé dessus avec ces courses sprint qui pour moi d'ailleurs n'ont aucun sens, hein, je le dis clairement. Voilà, c'est important de trouver un juste milieu, même si pour l'instant je pense quand même que c'est une bonne chose et on espère que les écuries et les pilotes vont en tirer le meilleur des avantages. Et il y en a un qui a tiré un sacré avantage, c'est Sir Lewis Hamilton, poleman tout simplement sur le circuit du Hungaroring à Budapest. Époustouflant, hein, Lewis Hamilton qui est venu chercher cette pole incroyable. Alors, un week-end quand même en demi-teinte pour Mercedes, c'est vrai. Parce que Russell est éliminé en Q1, donc on l'a dit, voilà, il s'est fait piéger par cette histoire de pneus et aussi parce que on ne sait pas pourquoi Mercedes en fait l'a lancé sur un seul tour et malheureusement sur ce tour lancé, il va être gêné par différents pilotes
et il va pas pouvoir claquer un temps. Donc résultat, il se retrouve 18e sur la grille. C'est quand même un gros échec pour Mercedes qui avait un énorme rythme ce week-end et qui pouvait quand même prétendre à mettre Russell dans le top 3 ou dans le top 4, en tout cas en bataille. Et puis, à l'inverse, sur le dimanche de course, Hamilton rate son départ et puis se fait tasser, je dirais, à l'ancienne par son meilleur ami Max. Ça lui rappelle des bons souvenirs, je pense. 2021, si tu m'entends. Et puis, pendant que Hamilton subit un peu cette première partie de course, puis remonte, pour finir à une belle 4e place quand même, Russell nous fait une magnifique remontada et puis finit 6e. Alors, à la fin, 4e et 6e, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est quand même en demi-teinte parce que pour Mercedes, on aurait pu espérer mieux quand même sur ce week-end de course. La Mercedes qui était quand même assez impressionnante et je pense qu'il aurait pu maximiser un peu mieux ce week-end de course. Et en parlant de maximiser, McLaren a frappé encore un grand coup ce week-end. Après l'Autriche, après Silverstone, donc deux circuits complètement différents, McLaren vient de frapper un grand coup encore une fois en Hongrie. Franchement, là où on les attendait pas parce qu'on s'est dit à confirmer sur un circuit sinueux très différent. Et McLaren complètement au rendez-vous, 3e et 4e en qualification. Et puis à la fin, 2e et 5e, une superbe course. Norris encore le meilleur des autres. C'est simple, hein, depuis les évolutions qui ont été amenées en Espagne, il y a eu un bond régulier qui a été fait. En Autriche, à Silverstone, tout fonctionne. Ce qui a été amené sur le plancher, le principe des flux d'air incurvés sur les ailerons, l'aileron arrière, l'aileron avant, tous les changements fonctionnent, c'est simple. On n'a pas vu pareil gain de temps depuis la triche phénoménale, exceptionnelle moteur de Ferrari en 2019 qui leur avait subitement fait gagner 20 km/h en ligne droite. Moi perso, quand je gagne 20 km/h en ligne droite d'un coup avec ma Twingo, c'est parce qu'elle est tombée en panne et qu'elle est en train d'être tractée sur l'autoroute. Donc c'est un peu cramé. Donc non, Norris, le meilleur des autres, il a même résisté à une Red Bull, celle de Sergio Pérez, c'est assez incroyable. Encore un rythme tout simplement impressionnant. Ce week-end, McLaren vient de marquer 28 points encore. C'est énorme. L'écurie devient actuellement, sur les 3 derniers Grands Prix, la meilleure écurie du plateau, derrière Red Bull. C'est donc la seconde écurie, sachant que c'est vrai que Mercedes était quand même très 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 rapide ce week-end. Ils n'ont pas fait un week-end parfait, sinon ils étaient en bataille très sérieuse avec McLaren. Mais non, impressionnant, incroyable, un retour en force fantastique pour l'écurie. Voilà, et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors ils sont loin quand même, hein, puisque le début de saison a été complètement loupé, mais ça devient une véritable menace pour Ferrari, mais surtout Aston Martin, parce que sur les 3 dernières courses, McLaren, ils ont marqué 70 points, quand Aston Martin en a marqué 29 seulement. Donc voilà, c'est 41 points de repris sur 3 courses par McLaren. Et Aston Martin est un peu en chute pendant que McLaren est en train de complètement exploser les compteurs et ils ont complètement largué Alpine. On va y revenir. Mais avant d'attaquer le cas Alpine, on va parler du déclin d'Aston Martin. Un déclin qui s'est amorcé depuis le Grand Prix d'Espagne, malgré la parenthèse enchantée du Canada, le Grand Prix d'après. Malheureusement en Autriche, Aston Martin n'était nulle part, à Silverstone non plus, et en Hongrie, pareil. Voilà, c'est Fernando Alonso qui nous a fait rêver en début de saison, enchaînant les podiums, voilà, qui était deuxième du championnat, qui a failli être deuxième du championnat à un moment. Là, il est en train petit à petit de se faire rattraper par Hamilton. D'après donc Fernando Alonso, Aston Martin souffre principalement des nouveaux pneus Pirelli qui ont été amenés au Grand Prix de Silverstone. Alors à Silverstone, il y a une gamme de pneus Pirelli qui a été amenée, qui a renforcé en fait les pneus actuels. Donc c'est des pneus plus durs, comme maintenant une gamme de pneus un peu plus dure. Et visiblement, elle ne convient pas à l'Aston Martin. Ça, c'est d'après les propos d'Alonso. Bon, d'abord, c'est pas le seul problème, Fernando. Il y a d'abord Lance Stroll, ton coéquipier, qui s'acharne à vouloir percer comme pilote. C'est un peu comme Francis Lalanne qui veut percer en musique.
Il y a un moment, il faut dire stop, tu vois. Il y a aussi très clairement un autre problème, c'est les évolutions qui ont été apportées par les écuries adverses, les principaux concurrents directs, Ferrari dans une moindre mesure, Mercedes, mais surtout McLaren, qui ont fait tous un bond en avant quand Aston Martin a légèrement stagné, en tout cas par rapport à ses adversaires, et se retrouve même parfois en lutte avec Alpine. Donc pour Aston Martin, c'est compliqué parce que il fut un temps où ils étaient la deuxième meilleure écurie du plateau et maintenant ils sont la cinquième, très clairement. Et c'est compliqué maintenant de ramener des points pour conserver cette place. Cette deuxième place constructeur qui s'éloigne. Après, honnêtement, c'est pas le but d'Aston Martin. Pour moi, c'est pas une grosse déception. Il y a évidemment un début de saison tonitruant, c'est magnifique. On voit Alonso de retour sur le podium. Mais l'objectif d'Aston Martin, c'est pas forcément de finir deuxième de ce championnat. L'objectif d'Aston Martin, c'est d'apprendre, de solidifier son expérience et potentiellement, ayant vu que Red Bull avait une avance colossale, vu que le but c'est quand même de les challenger, clairement d'aller chercher la victoire, c'est de se focaliser sur les développements de la voiture en 2024. Et c'est peut-être même ce que fait déjà Alpine, et c'est pour Aston Martin, je veux dire, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne consacrent pas un énorme budget non plus sur les évolutions. Moi, je pense que l'intérêt pour eux, l'objectif réaliste pour Aston Martin, c'est de conserver cette quatrième place face à McLaren, qui est en train de faire une remontada petit à petit. On les voit arriver, hein. Alors, ils ont de l'avance quand même, hein. Ils ont presque 100 points d'avance. Mais McLaren pourrait être une menace. On n'est pas encore à la mi-saison. Et je pense que Aston Martin pourra se dire que les errements de Stroll, ils risquent de coûter très très cher à l'écurie, hein, parce que vu qu'ils ne participent pas aux points, ça va être compliqué peut-être en fin de saison, les points vont se compter. Donc Aston Martin n'est pas à l'abri d'un énorme retour de McLaren qui affiche un regain de forme tonitruant. Voilà, l'objectif d'Aston Martin, c'est de consolider cette quatrième place. Voilà, là actuellement ils sont troisième devant Ferrari. Je pense qu'à la régulière ils se feront dépasser par Ferrari. Moi, je ne pensais pas de toute façon qu'Aston Martin viendrait challenger cette deuxième place. Après, c'est beau ce qu'ils font, hein, mais voilà, déjà ils n'ont pas le duo de pilotes pour. On a compris, hein. Et puis c'est pas forcément l'objectif par rapport à des écuries qui ont plein d'expérience et des budgets colossaux tels que Mercedes et Ferrari à côté. Alors on va essayer de résumer pourquoi Alpine a vécu un week-end et même une semaine complètement cauchemardesque. Une semaine qui a commencé déjà par l'éviction du directeur Rossi. Voilà, on est en pleine moitié de première saison. Enfin, on est vers la fin de la première saison. Et donc le directeur Rossi, celui qui a tiré à balles perdues sur l'ensemble de l'équipe, qui finalement les avait réveillés, puisqu'Ocon avait fait un podium à Monaco, vient de se faire virer. Alors, la communication très lisse d'Alpine ne nous en dit pas plus. Visiblement, il n'est pas l'homme de la situation, il va être remplacé, mais on le remercie pour ce qu'il a fait, blablabla. Il n'empêche que Alpine se retrouve donc en plein milieu de saison sans directeur de course, alors que Rossi s'était affirmé comme l'homme fort de la situation. Donc ça, c'était déjà un gros coup derrière la tête pour Alpine. Et puis, il y en a un deuxième, c'est que les prochaines évolutions donc, qui sont amenées sur les règles moteurs en Formule 1, ce sont des conceptions de ces moteurs qui ont été revues. Et il s'avère que la conception moteur d'Alpine, de Renault, du moteur Renault, n'est pas du tout au niveau. Et qu'en catastrophe, il y a un comité qui est en train de se faire de F1 pour essayer d'aplanir les règles, pour faire en sorte que Renault puisse participer, puisse avoir sa part en fait dans le championnat. Donc c'est dire un peu le niveau. Renault a tellement de retard en fait que la F1 est prêt à faire en fait un acte de grâce pour les aider, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent participer au championnat. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et voilà, bon, ça s'est conclu par un week-end en Hongrie qui s'est arrêté dès le départ. Bon, ça, pour le coup, c'est vraiment pas de leur faute. Même si Gasly, de toute façon, avait raté ses qualifs et partait en dernière position, il a fait un bon départ. Et puis finalement, en fait, voilà, il y a Zhou qui va se louper, qui va rentrer dans Ricciardo, qui rentre dans Ocon, qui rentre dans Gasly, pas de bol. Les deux Alpines sont out. Voilà, coup dur, très très coup dur, très très dur cette semaine pour Alpine,
qui marque 0 points donc au Grand Prix de Hongrie, qui a vécu une semaine qu'on vient de dire cauchemardesque. Et en plus de ça, McLaren qui était derrière, donc il y a 2 Grands Prix, a passé la vitesse supérieure et a plus de 40 points d'avance sur eux maintenant. Ils sont complètement largués. Très très gros coup dur, hein. Très gros coup dur sur la tête pour Alpine. Allez, le petit mot de la fin, c'est sur Daniel Ricciardo, le roi du rodéo là, qui nous fait un retour. Alors Nick De Vries a été évincé, bon j'ai envie de dire on s'y attendait. Après bon c'est vrai qu'ils sont pas très patients, hein, Horner ni Helmut Marko, mais on le savait. Donc de toute façon voilà, De Vries il a pas mérité sa place spécialement, hein, déjà. Dans les formules de promotion, il n'a pas non plus excellé. Là, il a fait un début de saison un peu catastrophique. Bon voilà, il s'est fait évincer. Donc ils ont mis Ricciardo qui apparemment a retrouvé son mental de jeunesse après s'être fait détruire mentalement à McLaren. Bon, ce changement, rien de choquant, rien de surprenant, rien vraiment d'intéressant. Ça se voyait venir pour le coup. Maintenant, franchement, Ricciardo chez AlphaTauri, bon, à voir, à voir. Au moins, c'est intéressant pour le comparer à Tsunoda, mais bon, pas transcendant non plus comme changement. Et puis bon, bah, s'il se voit chez Red Bull, pourquoi pas, mais enfin, il sera confronté à la même problématique qu'il a fait quitter Red Bull à l'époque, hein, je rappelle, hein. Il y a Max Verstappen à côté. Allez, de toute façon, on se revoit très très vite puisque ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique. Et je serai à Spa en direct live dans les tribunes. Ça va être magique, tout simplement. Ce circuit, il est magnifique dans les Ardennes. On va tout voir. Je vais tout voir en direct. On va tout décortiquer. Ne vous inquiétez pas. Et c'est sur Enfin Bon, bien sûr.